La France qui déploierait, c'est une révélation de nos confrères et consorts de Challenge, un missile balistique d'une portée relative, un missile balistique conventionnel dont la portée pourrait dépasser 1000 km. Voilà, c'est cet article qui est paru aujourd'hui. Alors, selon les informations de Challenge, c'est un projet distinct du programme de remplacement des lance-roquettes unitaires. Donc, c'est vraiment un programme particulier, Xavier Titelman. C'est une nouvelle considérable. Hein. Oui, alors ça a été annoncé à Eurosatory en juin dernier. L'objectif, c'est d'avoir simplement l'équivalent de ce que les Russes utilisent tous les jours contre l'Ukraine et potentiellement qui pourrait nous toucher. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est à 1500 km de la France. Donc, logiquement, une arme qui se poserait à une distance intermédiaire qui permettrait de tirer de très loin avec un système qui n'est pas interceptable, parce que là on est sur des systèmes, des trajectoires qui vont hautes, c'est les technologies qu'on possédait à l'époque avec les missiles Pluton. Les missiles Pluton qui étaient des missiles nucléaires, sol-sol, tactiques, qui avaient pour objectif de raser, si jamais le bloc de l'Est débordait et envahissait l'Allemagne, on devait attaquer l'Allemagne de l'Ouest pour vitrifier les soldats soviétiques qui auraient traversé. Donc développer de nouveau ces systèmes-là, la technologie, on l'a. Maintenant, c'est évidemment un vecteur, c'est une question politique. On est sur un type d'armement aujourd'hui qu'on avait totalement abandonné. Le fait de devoir relancer cette course à l'armement, c'est simplement se réaligner sur ce que font les Russes, malheureusement. Mais oui, ce sera évidemment nécessaire d'avoir ce type d'armement dans quelques années. Lisons là bien les caractéristiques, parce que c'est une nouvelle considérable. C'est un type de production qui avait été abandonné, si j'ai bien compris, par la France pendant des décennies. Bien sûr. Et on y revient. Donc porter plus de 1000 km, le lancer depuis une plateforme terrestre, capable de modifier sa trajectoire. Si j'ai bien compris, le fait que notamment ça puisse frapper l'Allemagne faisait que ça a été à l'époque abandonné. C'est ça qui fait qu'on l'a abandonné, évidemment, parce qu'on avait un missile nucléaire pour bombarder ce qui était devenu nos alliés, les Allemands. Donc la portée était trop faible à l'époque, mais avoir un missile qui irait à 1000 km, ça veut dire que là, on est capable d'aller taper les Russes qui auraient envahi le début de la Pologne. Si on se positionne en Allemagne, c'est-à-dire qu'on peut taper sur les pays baltes, où les Russes auraient, encore une fois, attaqué en premier. Le but n'est jamais et ne sera jamais d'attaquer la Russie. Le but est d'être capable de taper fort contre la Russie à partir du moment où elle rentre dans le bloc de l'Ouest. On sera toujours en retard. Bien sûr. Mais oui, c'est le principe. C'est un choix. C'est quand même un moment, le côté retour aux années 80, c'est-à-dire qu'on revit l'idée que c'est la guerre froide, non la guerre froide. On est reparti dans la guerre froide. Non seulement la guerre froide, mais la guerre aux armements. Et donc là, vous avez entendu, souvenez-vous, et il y a les Américains qui se préparent aussi à investir 750 milliards de dollars dans le réarmement de leurs missiles intercontinentaux, qui sont les silos en fait, qui envoie les millimètres 3 à 11 000 km ou à 12 000 km. Donc oui, tout à fait, on est revenu dans les années 70-80. Hein. Moi, je dirais on a déjà dépassé la guerre froide, on est bien dans la guerre chaude, en tout cas en Ukraine et en Russie, c'est la guerre très très chaude et même brûlante, donc vraiment le monde... Et quand on parle de ces envies impérialistes de Poutine, rétablir la Grande Russie, mais il est en train de la détruire, cette Russie. Il n'a absolument pas l'idée de le rétablir, sinon il ferait différemment. Aujourd'hui, il est en train d'enterrer son rêve peut-être d'antan. Comment est-ce que vous comprenez ce retour de l'idée qu'une guerre conventionnelle est possible en Europe? Ça paraît tellement en 2024. On a vécu ça dans les années 80. Parce que c'est ce qui se passe en Ukraine, hein. Donc, c'est Poutine, c'est même Poutine qui nous a mis. Le fait de l'imaginer, c'est que ça se passe en Europe. Donc c'est le principe de réalité. Ça veut dire que ce qui s'est passé cette fois-ci en Ukraine pourrait, évidemment, personne ne le souhaite, mais pourrait se passer un jour ailleurs, et que effectivement, ça oblige les Occidentaux à revoir complètement la manière dont ils envisageaient les choses depuis quelques décennies. Alors, c'est pas du tout en plus anodin, parce que ça veut dire que ça va être des vrais choix de société, parce que les sommes dont on parle sont absolument colossales. Mais si les gouvernements décident vraiment de réarmer leur pays, effectivement, il va falloir faire des choix, et il va falloir essayer évidemment de conserver l'appui de l'opinion publique. Ça va être un des enjeux qui n'est pas en Russie, évidemment, il n'y a pas ce problème-là. Quand on voit aujourd'hui les enjeux budgétaires, les discussions budgétaires, la violence dans un pays comme la France, quand il faut retirer 1% des dépenses publiques, ce sont des débats sans fin et des débats qui n'aboutissent pas, et des débats qui peuvent faire chuter un gouvernement. D'imaginer que l'on mette le double de notre budget militaire, par exemple qu'on mette 40 milliards de plus, c'est presque inimaginable. Je crois qu'on n'a pas encore compris. En fait, il y a deux Europes actuellement dans l'Europe occidentale. Il y a la Finlande, les pays baltes, la Pologne, donc en fait qui ont la frontière directe soit avec la Russie, soit avec la Biélorussie, qui elle
où eux, ces pays ont compris, et vous avez l'Espagne, l'Italie, la France qui n'ont toujours pas compris. En fait. Alors quel usage, pardon, prenons la carte de l'OTAN, parce que là on entre dans quelque chose de concret. 1000 km, c'est 1000 km. C'est rien du tout, moi je ne comprends pas, hein, alors, parce qu'en fait attendez, ça va nulle part. Hein. Non, ça va pas nulle part quand même, si on le reçoit. Depuis le territoire français, ça fait quoi? L'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Hein. Donc, pardon, c'est bien l'hypothèse d'une guerre conventionnelle avec des armées s'avançant en direction de la France. Ça ne peut pas être autre chose. Alors, ça veut dire l'Europe était envahie. Voilà, ça veut dire que ça fait partie des scénarios. Bah, c'est ça. C'est ça. Avec le missile à 1000 km, l'Europe est déjà envahie et la France attend que les chars russes arrivent. Il peut aussi déplacer. Le missile peut être déplacé en Allemagne. À partir de l'Allemagne, de la Pologne, etc. Donc de Paris, ça ne marcherait pas pour aller en Russie. Mais si vous le déplacez vers l'Est, après, vous pouvez tirer sur la Russie. Quand on tire 800-900 km sur les arrières d'un front, ça veut dire qu'on interdit aux avions de chasse ennemis de décoller. Donc c'est vraiment une arme stratégique. L'objectif, c'est soit de France taper sur les Russes qui auraient avancé, soit on avance jusqu'à 100 km de la ligne de front et on interdit totalement aux avions de chasse ennemis, russes là en l'occurrence, de pouvoir décoller. Donc c'est vraiment une vision stratégique dans un deuxième temps. Sur le changement, sur le changement de paradigme, c'est quand même énorme. Rappelez-vous quand on se moquait des bourgeois, comme on disait à l'époque des années 80, qui imaginaient que les chars russes allaient défiler sur les Champs-Élysées. Quand François Mitterrand a été élu, souvenez-vous, on disait les rouges vont revenir, les chars russes sur les Champs-Élysées. Voilà, on se moquait de la bourgeoisie. Après la Deuxième Guerre mondiale, pareil, quand il y avait Togliatti. La France pensait qu'elle deviendrait une grande puissance militaire en mettant le paquet sur le nucléaire et en oubliant finalement l'arme conventionnelle comme si elle était impensable. Aujourd'hui, quand on regarde ça, c'est une grosse erreur en fait. La France risque de devenir une petite puissance militaire parce que conventionnellement, elle ne pèse pas par rapport à un pays comme la Pologne, peut-être même par rapport à un pays comme l'Ukraine demain. Ce que dit Stéphane Marchand est très important, c'est qu'on redécouvre l'importance simplement du conventionnel. Et la France va très vite parce qu'effectivement, ce missile annoncé à Satory, avec en plus les précisions qui sont livrées par Challenge, c'est vraiment un changement de cap. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on essaye de se préparer à une guerre afin qu'elle n'ait pas lieu. Et encore une fois, c'est toujours ça. On s'arme pour faire en sorte d'éviter que les Russes aient envie de se lancer. Et si on fait cette arme très rapidement, ce sera une arme de plus pour empêcher la Russie de passer à l'acte, de vouloir passer à l'acte. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que va faire Donald Trump, est-ce qu'il sera encore là demain? Donc il faut absolument qu'on accélère dans ce domaine. On est fort. Clairement, il n'y aura jamais les chars russes qui seront sur les Champs-Élysées. Il faut être clair sur ça. Mais par contre, les pays baltes, nos alliés, l'Union européenne, l'OTAN, ça, les Russes s'y préparent. Il faut quand même se souvenir que la Douma a commencé à travailler officiellement en 2022 à l'annulation de la reconnaissance de l'indépendance des États baltes. Ils ont commencé à travailler sur ça. Le vice-chef d'état-major de l'armée de terre russe a dit en 2022 que c'était la guerre contre l'Ukraine, c'est la première d'une série de guerres qui devrait mener contre nous. Ce sont leurs propos. Et aujourd'hui, évidemment, ils s'y préparent et nous, on est très loin au décollage. L'Europe divisée dans cette attitude face à la Russie, parce qu'il y a ceux qui sont très allants et ceux qui visiblement sont séduits par Moscou, ou en tout cas veulent, selon le mot anglo-saxon, l'apaisement, c'est-à-dire l'apaisement avec Moscou. Le Premier ministre slovaque annonce qu'il se rendra à Moscou aux cérémonies de la victoire, au jour de la victoire russe, le 9 mai. C'est Fico qui est là, qu'on voit à l'image. Il est de ceux qui disent ouvertement, il est membre de l'Union européenne, comme Orban et de l'OTAN. Là, ce genre d'image-là, Stéphane Marchand, c'est quand même un coin très important dans l'Europe. Oui, et quand on rajoute le roumain, l'élection en Roumanie, ou au premier tour en tout cas, on voit qu'effectivement... Il passera pas, mais on voit qu'il y a une espèce de mélange entre les enjeux populistes, le pouvoir d'achat des agriculteurs dans ces pays-là, souvent, et le caractère pro-russe que l'on rajoute dans l'escarcelle de manière à faire des campagnes. Ça commence à faire beaucoup, parce qu'alors, Fico, le Slovaque, le Hongrois, Orban, l'opinion allemande qui est assez partagée avec en Allemagne de l'Est beaucoup de pro-russes. Bulgarie, c'est 50-50. Bulgarie également, l'Autriche. Autriche, très grande tradition pro-russe en Autriche. C'est ça. La Serbie, les Pays-Bas également, la Néerlande. Voilà, même si Wilders est très soutien de l'Ukraine. Wilders soutient beaucoup l'Ukraine. Alors c'est le cas. Mais les autres, ils sont pour arrêter l'aide à l'Ukraine, justement, dont Fico qui va aller aux cérémonies de commémoration
commémoration de la victoire russe en 1945. Et il a dit qu'il était très honoré d'y aller. Et donc effectivement, ça va être quand même un vrai sujet en Europe, hein, parce que s'il y a de plus en plus de pays, comme le disait en plus Stéphane Marchand, en effet, ce qui s'est passé en Roumanie, personne ne l'avait vu venir. Le pro-russe, qui est aussi pour l'arrêt de l'aide à l'Ukraine, qui est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. En effet, ça ne veut pas dire qu'il va être élu forcément, mais on ne l'avait pas vu venir. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des élections législatives dans les jours qui viennent aussi en Roumanie. Donc même si le président n'est pas pro-russe, mais qu'il y a une force importante au Parlement roumain de pro-russes qui ne veulent plus soutenir l'Ukraine. Et la Roumanie, c'est un vrai sujet parce qu'il y a une très grande base de l'OTAN en Roumanie, où il y a d'ailleurs de très nombreux Français. Hein, c'est la puissance cadre, hein, les Français en Roumanie. Donc là, ce serait vraiment un Regardez-le, puisque vous en parlez. Voilà. Calin Georgescu, c'est un nationaliste roumain. Comme rappeler là. Vladimir Poutine. Hein, il est très poutinien. Alors il aime se montrer prenant son bain, voilà, dans l'eau froide. Faisant du judo aussi, comme grand judoka. La Roumanie, c'est le pays où Ceausescu a été jugé, où il a été fusillé avec Elena Ceausescu. Il revient de très loin, hein, et il y a une tradition nationale communiste d'ailleurs qui est forte. Et là, on a la suite. Il est opportuniste, parce que quand il était au Parlement européen, il était démocrate, il allait chercher les financements européens, et donc en fait, il a compris que le vent tournait et que c'est le populisme nationaliste qui était plus payant. Slovaque, vous savez, c'est quelque chose qui... lui, en fait, il a oublié peut-être justement ce côté de la Roumanie en époque à l'État soviétique. Et d'ailleurs, la Slovaquie, la Tchécoslovaquie, ils ont oublié les chars russes. La Hongrie a oublié les chars russes. Ouais. L'Allemagne de l'Est a oublié. Vous savez, 1953, il y a eu un soulèvement en Allemagne à Berlin qui a été baigné, enfin qui a été écrasé dans le sang par... Ils en font même argument. Le ministre des Affaires étrangères de Hongrie était sur notre antenne. Son nom m'échappe maintenant, et il disait... Pardon ? Szijjártó, voilà, okay, vous avez une connaissance. Et Szijjártó dit, vous les Occidentaux, ne nous donnez pas de leçons parce que pendant toute la guerre froide, vous nous laissiez abandonner à notre sort. Donc on fait ce qu'on veut. Si on veut se tourner vers la Russie aujourd'hui, parce qu'on est des nationalistes, on a le droit. Mais c'est bizarre, ces peuples-là qui étaient écésés par les chars soviétiques... Non, mais la mémoire, ça s'entretient. Si la mémoire n'est pas entretenue, donc après, il y a les oublis, surtout chez les peuples. Et ce qui est le plus dramatique dans cette histoire, c'est ce que dit Catherine, on n'a pas vu. C'est ça le problème. Mais ça fait déjà au moins 3 ans qu'on crie sur tous les plateaux qu'il y a la propagande russe, que les Russes investissent énormément d'argent dans les partis politiques nationalistes dans toute l'Europe. On les voit venir petit à petit, et finalement les experts occidentaux sont toujours là en disant mais comment est-ce possible, mais d'où il sort, on n'a pas vu. Vous voyez, c'est le problème, réveillez-vous, la Russie est derrière tout ça. Les Russes, leur système de propagande, leur système de corruption des partis politiques et des leaders politiques est très forte. Aujourd'hui en France, ils travaillent avec les leaders politiques français, ils travaillent avec l'Allemagne, ils travaillent avec tous les pays européens. Donc le danger, il est permanent, parce que la guerre que les Russes mènent en Europe, elle est déjà là. Et c'est pas la guerre déclarée, c'est la guerre qui est déjà en cours. Donc c'est le temps de se réveiller.